Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Et nous sommes le vendredi 19 juin, c'est la journée des 4 sorcières. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et tout tourne par rapport à ces 4 sorcières, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera, les 4 sorcières. On boucle un trimestre d'enfer. Alors je vous avais promis une petite synthèse des évolutions des divers actifs sur lesquels un épargnant peut placer une partie de ses économies. Alors le grand gagnant du trimestre, c'est le pétrole, avec une hausse de plus 80%. Derrière le pétrole, et vous n'en serez guère surpris, nous retrouvons les GAFAM avec une progression de 37% pour une performance annuelle qui, elle, est de l'ordre de plus 33%. Bon, un tiers de hausse en l'espace de 6 mois. Si ça continue comme ça nous fera une année à plus 66 ou plus 70%. Bientôt, les GAFAM représenteront plus de 50% de la valorisation du S&P 500. Autre actif qui s'est bien comporté, le 10 ans américain, avec une progression de 11%. Ce qui est quand même pas mal, parce que les treasuries, c'est quand même du gros pognon. C'est du très très lourd. 10%, ça nous fait 20% en rythme annuel. Faire 20% sur de l'obligataire, c'est carrément miraculeux. Donc on voit là l'impact des injections des banques centrales. Bien sûr, ces injections, on en voit également la trace dans la performance du Nasdaq et du Nasdaq 100, avec 35 et 34% de hausse respectivement, 34 pour le S&P 100, mais qui a quand même accroché hier la barre des 10 000. En préouverture, le Nasdaq Composite, lui, affiche plus 0,6 et donc se situe également au-delà des 10 000 points. Le Nikkei gagne ce trimestre-ci un peu plus de 30%. Et l'indice global MSCI affiche plus 19. Alors il s'agit de l'indice MSCI des entreprises des grands pays développés. Sinon, la pire performance du trimestre, ça revient au yuan qui perd 0,6 et le dollar également en baisse de moins 2%. Sur l'ensemble de l'année, le pire actif, ça reste pour l'instant le Brent avec moins 38%. Devant l'indice des commodities, l'indice des matières premières CRB qui est à moins 26,5%. Et nous avons la bourse de Londres avec moins 22%. Alors je vais ouvrir une petite parenthèse pour la bourse de Londres, puisque en début de semaine on a appris que le gouvernement britannique refuserait absolument d'étendre la durée des négociations sur le Brexit au-delà du 31 décembre 2020. Proposition faite et réitérée par l'Europe et par sa nouvelle présidence, Ursula von der Leyen. Elle l'a d'ailleurs redit hier, jeudi. L'Europe est prête à discuter, à négocier au-delà de la deadline du 31 décembre. Tout le monde a bien compris que les pourparlers en vue du Brexit sont au point mort depuis fin février. Donc on n'a absolument pas avancé, alors que déjà on était tous conscients que boucler ne serait-ce que 50% d'accord pour mener à bien le Brexit d'ici la fin de l'année, c'était déjà se montrer très ambitieux. Donc je pense que le gouvernement britannique nous envoie un véritable message
qui est que ils se sont fait à l'idée d'un Brexit en no deal. Autrement dit, ce sont tout simplement les règles de l'OMC qui s'appliqueront à partir du 31 décembre 2020. Alors par contre là, si on ne négocie pas, si le Royaume-Uni ne négocie pas d'ici la fin de l'année avec l'Europe la façon dont vont se dérouler les échanges transmanche, alors là on va vivre un véritable cauchemar dans les ports et à l'entrée du tunnel sous la Manche. Donc ça, il faudrait vraiment le régler. Pour le reste, donc, on se dirige, semble-t-il, vers un no deal. A priori, ça n'est pas très très bon pour la livre sterling. Je dis ça si jamais vous aviez l'intention de vous intéresser éventuellement aux actions britanniques. Sachez que vous avez d'abord un marché qui est remonté artificiellement depuis 3 mois et avec une devise qui risque de se déprécier. Voilà. Nous allons maintenant revenir quelques instants sur l'actualité géopolitique, parce qu'il y a quand même quelques éléments qui nous ont intrigués cette semaine. D'abord, ce premier accrochage entre la Chine et l'Inde avec des morts pour une région perdue au nord de l'Himalaya. Alors, il y a un enjeu stratégique qui est que cette région constitue un petit peu le château d'eau d'une grande partie de la Chine et de l'Inde. Néanmoins, c'est la première fois depuis 52 ans qu'il y a des morts entre les deux pays dans cette région. Et puis, il y a également les sanctions que M. Trump vient d'annoncer contre les caciques du régime chinois, lesquels seraient impliqués dans l'oppression de la minorité musulmane ouïghour. Et là, je vous assure que ça ne rigole pas. On parle de plus d'1 million de personnes dans des camps de reconfiguration, pour en faire de bons citoyens chinois, et qui fait de la pratique de sa religion un pur accessoire, un peu comme on fait du vélo ou on va à l'entraînement de foot. Donc l'oppression des Ouïghours, c'est le prétexte donc de confisquer les avoirs de nombreux personnages de premier rang du régime chinois. Et puis, Donald Trump avait annoncé qu'on pouvait envisager une rupture complète des relations commerciales avec la Chine. Bon, ça, on sait que c'est pour faire plaisir à son électorat. Eh bien, figurez-vous que la Chine a annoncé qu'elle s'engageait bel et bien à respecter les termes de l'accord de phase 1 sur les échanges commerciaux sino-américains, et notamment cet accord de phase 1 implique des achats de produits agricoles. Pékin avait recommandé, il y a déjà presque un mois, de réduire un petit peu les importations de soja, ou en tout cas de privilégier d'autres fournisseurs que les États-Unis qui se mêlaient de l'affaire de Hong Kong. Donc voilà, Pékin veut se montrer l'homme raisonnable, l'adulte dans la pièce. Évidemment, nous ne sommes pas dupes. Tout cela, évidemment, est pour ternir l'image de Donald Trump. Très bon week-end à tous. Rendez-vous pour notre live de lundi avec nos abonnés de la lettre confidentielle dès 11h30 et passez tous un excellent week-end.